Traditionnellement, on va considérer que la formation professionnelle continue est plutôt définir de manière négative comme n'étant pas la formation professionnelle initiale, c'est-à-dire comme n'étant pas dans la continuité de la scolarité obligatoire. Après, c'est pas toujours aussi simple. On voit par exemple que depuis 2018, l'apprentissage, qui auparavant était clairement de la formation initiale, un peu les deux, puisqu'on a élargi la possibilité de rentrer en apprentissage jusqu'à 30 ans. Et puis symboliquement, tout ce qui règle aujourd'hui l'apprentissage relève du Code du travail, alors qu'avant, il relevait plutôt du Code de l'éducation. De manière un peu plus positive, on peut aussi définir la formation professionnelle continue par les types de publics qu'elle touche. Et là, on a trois grands piliers qui sont construits plutôt en tuyau d'orgue. D'un côté, tout ce qui relève de l'alternance institutionnelle, donc bien évidemment l'apprentissage maintenant, mais c'était auparavant aussi le cas du contrat de professionnalisation, où là, on a quelque chose qui, depuis 2018, est vraiment à la main des branches professionnelles, tant en termes de financement que de priorisation. On a toute la formation des personnes en recherche d'emploi, qui est organisée principalement par Pôle emploi et par les conseils régionaux, sachant que depuis le milieu des années 2010, on a eu un très fort développement, une visée de massification de l'accès des demandeurs d'emploi à la formation, et que bon, voilà, mais c'est un mode d'organisation. Et puis il y a le troisième pilier, qui est plutôt la formation des salariés, qui lui est historiquement quelque chose qui a plutôt été construit par les partenaires sociaux. Voilà. Au-delà de ces trois piliers, on voit aussi que le compte personnel de formation est venu aussi un peu modifier les lignes, dans la mesure où il s'agit d'un droit qui est capitalisable et qui est capitalisable dans l'emploi, mais qui peut être mobilisé dans n'importe quel contexte, que l'on soit en emploi, que l'on soit demandeur d'emploi, voire inactif dans un certain nombre de questions, on peut la mobiliser. Donc c'est vrai que le CPF modifie un peu ces trois grands piliers traditionnels de la formation professionnelle continue. Si on reste dans l'ordre que j'ai présenté, l'alternance est clairement aujourd'hui quelque chose qui est de la responsabilité des branches professionnelles, avec un financement par les opérateurs de compétences, les OPCO, qui peuvent financer le coût pédagogique, tant du contrat d'apprentissage que du contrat de professionnalisation. Voilà. Côté demandeur d'emploi, je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose de co-construit entre Pôle emploi et le conseil régional, bien évidemment avec une impulsion forte de la part de l'État. Les financements sont principalement des financements dont l'origine est publique, bien évidemment, mais qui après peuvent être distribués par les différents acteurs. Par contre, sur la formation professionnelle des salariés, on voit bien que la responsabilité première, c'est pas du tout une responsabilité publique, mais c'est d'abord la responsabilité de l'employeur qui a comme rôle de maintenir la capacité à occuper un emploi de ses salariés. Et à ce titre-là, doit être en capacité de financer toute formation d'adaptation qui apparaisse nécessaire pour la réalisation du travail des salariés et doit prendre en charge des formations, qu'elles soient obligatoires, quelle qu'en soit la nature, mais qui doivent permettre l'exercice du travail. Alors il y a quelques parties de ce financement qui peut être parfois mutualisé, pour les entreprises typiquement de moins de 50 salariés. Il y a une partie du financement qui peut être prise en charge par les opérateurs de compétences, mais quand même la responsabilité première reste celle de l'employeur. On a eu aussi des cas de figure dans lesquels l'État est aussi intervenu dans la formation, on va dire, ce qu'on appelle le plan de développement des compétences, au sens plan de développement de la formation des salariés. C'est le cas notamment de plein de travaux de Coralie qu'elle a pu faire sur l'usage du FE de formation pendant la crise sanitaire pour les salariés qui étaient en activité partielle. Et à côté de cette formation plutôt inscrite dans l'entreprise elle-même, on a toujours eu un petit dispositif ou une partie sur la formation à disposition des salariés pour qu'ils puissent se reconvertir. Donc ça, historiquement, ça s'appelait le congé individuel de formation, qui a été créé dès le début des années 70, qui aujourd'hui porte le nom de projet de transition professionnelle et qui a une sorte de congé finalement qui va autoriser un salarié, à certaines conditions, de pouvoir partir pendant 1 an en formation, tout en gardant sa rémunération, en gardant
regardant ses droits à la retraite, ses droits au chômage et la possibilité de revenir chez son employeur à l'issue de cette formation, enfin du moins avec la garantie d'être repris sur un poste équivalent. En pratique, on voit malgré tout que ce dispositif historique de reconversion ne remplit pas et pas toujours à la bonne hauteur ou n'arrive pas toujours à toucher ses cibles. Et on voit bien que aujourd'hui, avec le CPF d'un côté, mais aussi de plus en plus en organisant des passages par le chômage, on voit des personnes qui aujourd'hui arrivent à se reconvertir finalement par d'autres canaux. Je pense que pour apprécier les éléments de continuité et de rupture, il faut peut-être replacer la réforme de 2018 et le CPF modifié par la réforme dans une perspective historique. Alors, en effet, il y a plusieurs réformes qui se sont succédées depuis le début des années 2000 et qui ont toutes connu à peu près le même déroulement, c'est-à-dire des négociations interprofessionnelles qui conduisent à un accord national interprofessionnel repris peu ou prou dans la loi. Alors pourquoi ces réformes ? Pour comprendre l'origine du CPF, il faut se souvenir qu'au tournant des années 2000, il y avait un relatif consensus des acteurs sociaux pour dire que le système institutionnel de formation continue finalement était assez inefficace, coûteux et était finalement inadapté à prendre en charge et à faire face aux enjeux économiques tels que la massification du chômage, les restructurations majeures dans l'économie, notamment le système industriel, et aussi le fait que les carrières professionnelles sont devenues plus hachées avec des passages plus fréquents par le chômage. Alors, en plus, ces réflexions, donc dans le contexte français, étaient congruentes avec ce qui se passait au niveau européen, notamment la stratégie européenne de l'emploi, qui promouvait la flex-sécurité, cette idée de concilier la flexibilité des emplois avec une sécurisation des travailleurs dans leur transition sur le marché du travail, et la formation tout au long de la vie. Donc initiait la Commission européenne, corollaire en fait de cette flex-sécurité. Donc en conséquence, je dirais qu'une des lignes directrices des réformes du système institutionnel de formation continue en France, ça a été l'individualisation de la formation, dans l'idée de responsabiliser en fait l'individu, le salarié notamment, dans le recours à la formation. La première loi qui a substantiellement modifié le système de formation, c'était la loi du 4 mai 2004, qui a créé le droit individuel à la formation et qui entendait faire du salarié l'acteur, le principal acteur de sa formation. Ensuite a succédé à cette loi la loi de 2014, du 5 mars 2014, qui a créé le compte personnel de formation. Alors Marc-Antoine en a déjà parlé, effectivement, le compte personnel de formation consistait à doter les actifs d'un crédit à l'époque d'heures de formation alimenté annuellement par l'employeur, avec ponctuellement d'autres abondements possibles, transférable d'une entreprise à l'autre et mobilisable à l'initiative de l'actif, salarié ou demandeur d'emploi, tout au long de sa vie professionnelle. Alors mobilisable pourquoi ? Pour acheter en fait une formation ou plutôt une certification parmi à l'époque une liste de formations éligibles. Et pour accompagner les actifs dans le choix de la formation, a été créé également en 2014 un service de conseil en évolution professionnelle, délivré alors essentiellement par le service public de l'emploi, et les fonds GESIF, donc les fonds paritaires, qui géraient le congé individuel de formation et qui étaient de fait chargés aussi du conseil en évolution professionnelle des salariés et des travailleurs indépendants. Donc en ce sens, la loi de 2018, du 5 septembre 2018, au titre évocateur, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, s'inscrit bien dans ce sillon d'individualisation de la formation, mais en l'approfondissant de plusieurs manières. Alors tout d'abord, et contre l'avis des partenaires sociaux, elle instaure la monétisation du compte personnel de formation, désormais libellé et alimenté en euros. Alors on peut dire que c'est 500 € par an, cumulables sur 10 ans, 800 € pour les salariés les moins qualifiés.
Et deuxième élément de changement, on peut dire, presque de rupture, c'est qu'elle permet un achat totalement désintermédié de la formation via l'application Mon compte formation, donc via une plateforme numérique. Alors, en outre, autre élément de changement, le conseil en évolution professionnelle des salariés et des travailleurs indépendants est confié au secteur privé via des appels d'offres régionaux donc lancés sous l'égide de France Compétences. Et puis enfin, et en lien avec ce que je viens de dire, le congé individuel de formation dont a parlé Marc-Antoine est supprimé. Alors il était sur la sellette dans les négociations précédentes et remplacé donc par le projet de transition professionnelle qui restreint finalement le financement au projet de reconversion. Donc cette réforme de 2018, elle parachève le mouvement d'individualisation de la formation, mais qui était initié par les réformes antérieures. Alors j'ajouterais que la loi de 2018 introduit deux autres modifications. Une reprise en main par l'État de la collecte de la contribution à la formation professionnelle, désormais effectuée par l'URSSAF pour le compte ou centralisée par France Compétences, qui répartit ensuite les fonds collectés entre les opérateurs en fonction de leur mission. Et c'est important de le dire puisque par là, l'État finalement supplante les branches et les partenaires sociaux dans la régulation financière du système de formation continue. Donc il remet en cause le paritarisme de gestion qui prévalait jusqu'alors. Et enfin, dernière modification entraînée par la réforme de 2018, il y a cette fois une définition de l'action de formation qui est susceptible donc d'être financée par les fonds publics. Donc l'action de formation est définie comme un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel et la loi précise que la formation peut être réalisée tout ou partie à distance et également en situation de travail, ce qui a des effets structurants sur le marché de la formation. Donc au total, Muriel Pénicaud, qui est la ministre du Travail qui a porté cette réforme, avait annoncé que cette réforme allait constituer un Big Bang pour le système institutionnel de formation. Et de fait, elle a principalement transformé la gouvernance et la régulation du système, tout en renforçant l'individualisation de la formation dans le contexte, en tout cas, d'une logique marchande. Voilà. Mais les partenaires sociaux se sont réunis récemment, en 2022, pour ouvrir un nouveau chapitre de réforme du système, notamment sur une des questions étant le reste à charge pour les salariés dans le cadre du CPF. Donc voilà, la partie n'est pas finie. Effectivement, alors si on définit l'employabilité comme la capacité à obtenir un emploi, elle ne dépend pas que des caractéristiques de la personne, qu'elle soit formée ou pas, mais elle est en partie construite ou déconstruite d'ailleurs par l'état de la conjoncture du marché du travail, mais aussi par les entreprises, dans la reconnaissance qu'elles font ou pas des capacités productives des personnes et dans leur politique de gestion de main-d'œuvre. Et donc en ce sens, vous avez raison de dire que ces enjeux liés à la formation, saisis à ces différents niveaux, individuels, au niveau de l'entreprise, au niveau macro, sont connectés. Voilà. Alors au niveau individuel, on peut rappeler d'abord que la formation, ce n'est pas une fin en soi. On se forme selon le contexte, environnement professionnel contraint ou incertain, ça peut dessiner, ouvrir des horizons professionnels ou pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Alors que disent les salariés formés des objectifs des formations qu'ils ont suivies? Donc là, si je me réfère à l'enquête défi du CEREC, le premier objectif, la première attente, le premier enjeu, c'est de pouvoir faire son travail. Donc être à l'aise dans son travail, pouvoir répondre à des normes et des réglementations, et puis pouvoir faire face à un changement du contenu de l'activité. Ça, ce sont les principales raisons qui sont citées par les salariés. L'obtention d'un diplôme n'est citée que par une très petite minorité des salariés, je crois que c'est environ 30%. Alors,
Au-delà de ça, évidemment, la formation a pour les salariés, pour les personnes, des enjeux en termes d'emploi. Alors pour les demandeurs d'emploi, bien évidemment, c'est de trouver un emploi, de pouvoir changer de métier le cas échéant. Et pour les salariés, il y a derrière la formation un désir de reconnaissance. Des connaissances qu'ils ont, des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises, des savoirs professionnels qu'ils maîtrisent, reconnaissance salariale et reconnaissance par une évolution professionnelle, une promotion notamment. Et ça, c'est important aussi pour les entreprises parce que ça contribue à entretenir l'engagement et la motivation au travail. Et puis, il y a un troisième enjeu qu'on néglige souvent quand on saisit la formation uniquement au prisme de l'emploi, c'est l'enjeu de la formation comme vecteur d'émancipation, de développement de la citoyenneté, de promotion sociale. Et c'était l'enjeu qui était, je crois, enfin on peut le dire, à l'origine de la création du congé individuel de formation. Alors ça, c'est pour les individus. Alors si on en vient aux entreprises, eh bien, Marc-Antoine l'a dit, en premier lieu, l'enjeu, c'est de répondre aux obligations légales, d'adapter ses salariés au poste de travail et à l'évolution des emplois. Au-delà de ça, les entreprises peuvent être tiraillées entre deux enjeux, la formation comme investissement, ce qui peut les amener d'ailleurs à négliger la formation des travailleurs vieillissants, puisque l'horizon, en quelque sorte, d'amortissement de l'investissement est plus court. Et puis la formation comme un coût, qui sera du coup la première ou une des premières variables d'ajustement en cas de baisse de l'activité. Alors évidemment, ça dépend, formation investissement, formation coût, de la position de l'entreprise dans la chaîne de sous-traitance, enfin, voilà, de différents paramètres. Et enfin, un dernier enjeu peut-être pour les entreprises de la formation, c'est que c'est un outil de gestion des ressources humaines. Elle peut être conçue comme une alternative au recrutement, quand l'entreprise anticipe finalement l'introduction de changements technologiques, par exemple, et elle peut être également conçue et utilisée comme un moyen de fidéliser les salariés. D'ailleurs, dans la plupart des grandes entreprises, on parle de gestion des talents, de la détection des talents, donc des personnes que l'on repère et auxquelles on va accorder des formations de manière à les promouvoir et à les faire évoluer au sein de l'entreprise. Bon, je terminerai rapidement par les enjeux macro. L'enjeu, effectivement, c'est d'élever le niveau de formation et de qualification des salariés, bien pour favoriser l'innovation, voilà, être compétitif, favoriser la croissance, bon, voilà, mais aussi pour limiter le chômage. Voilà. C'est en tout cas ce qui justifie l'action de l'État pour éviter, en laissant la formation aux mains des entreprises, qu'il y ait un sous-investissement en capital humain, comme disent les économistes. Peut-être de pointer que en termes de niveau micro de l'employabilité, toute l'action publique ces dernières années s'est beaucoup appuyée sur la question des certifications professionnelles. Donc pas uniquement la question de la formation en tant que telle, mais bien sur la capacité de certifier, d'attester qu'une personne possède telle compétence et avec l'hypothèse que ça va permettre de mieux circuler sur le marché du travail. D'où en fait aussi tout un travail important qui a été plutôt renforcé ces dernières années de ce qu'on peut qualifier de lisibilité et de qualité, alors ça peut être longuement débattu, mais de tout ce qui est inscrit dans ce qui s'appelle les répertoires nationaux des certifications professionnelles, donc qui vont regrouper l'ensemble des diplômes, des titres, et l'autre partie qui s'appelle le répertoire spécifique, le terme est incompréhensible pour le commun des mortels, mais qui vont désigner toutes les habilitations et d'autres types de certifications. Et il y a eu un gros effet, alors typiquement, y compris pour dire la formation financée sur fonds publics et mutualisée doit principalement conduire à des formations certifiantes, alors que ce n'était pas nécessairement le cas. Donc on voit effectivement que c'est le cas dans le cadre du compte personnel de formation. Dans le cadre des formations pour les demandeurs d'emploi, il y a eu un accent très important qui a été fait pour l'accès à des formations certifiantes. Voilà. Et on trouve cette idée que c'est par l'intermédiaire du signal, en fait, qu'on va renforcer la capacité des individus à circuler sur le marché du travail et que cet enjeu d'employabilité
employabilité passe notamment par ce renforcement-là. Après, c'est vrai qu'au niveau méso-économique, l'action de l'État est aujourd'hui un peu à mi-chemin, mais en même temps continue à s'appuyer beaucoup. Alors, clairement, le paritarisme de gestion est moins présent qu'il ne l'était, mais on continue à encore beaucoup s'appuyer sur les branches professionnelles pour définir, voilà, quels sont les endroits où il est prioritaire de former, quelles sont les bonnes manières de répondre aux difficultés de recrutement. Et on voit bien que, par exemple, pour reprendre la formation des demandeurs d'emploi, Pôle emploi, quand il achète collectivement ou les conseils régionaux achètent, vont beaucoup s'appuyer sur les dires des des branches professionnelles pour dire voilà quelles sont les priorités, parce qu'on va considérer que c'est en s'appuyant sur ce point de vue des branches professionnelles qu'on va pouvoir mieux orienter finalement les formations au regard d'un certain nombre de besoins de l'économie. Puis après, au niveau macro, je pense que il y a eu depuis, notamment avec le grand plan d'investissement dans les compétences, les grands plans qui ont été énoncés lors du premier quinquennat, je pense tous les travaux qui avaient été faits par Jean Pisani-Ferry en 2017, qui promouvait l'idée qu'il fallait augmenter le niveau de compétences de la main-d'œuvre, non seulement pour répondre à des enjeux de court terme, mais aussi pour répondre à des enjeux de moyen terme, dans la capacité d'avoir une main-d'œuvre capable de mieux répondre aux défis qu'on peut connaître, que ce soit des défis environnementaux, que ce soit de quelle que soit la nature, et qu'il y avait un vrai enjeu à augmenter le niveau pour finalement augmenter une sorte de croissance potentielle à moyen terme, et que ça, c'était comme ça. Et ce qui peut aussi continuer à se lire par le fait que il y a eu ce plan d'investissement dans la compétence pour les demandeurs d'emploi, mais il y a aussi énormément de dépenses qui sont faites pour l'apprentissage actuellement, idem pour le CPF, y compris en acceptant des déficits relativement conséquents de la part de France Compétences pour permettre le maintien d'un niveau relativement suffisant d'accès à la formation dans le pays. Il y a une forme de recentralisation de l'action publique. On note, on voit bien que le paritarisme de gestion qui a longtemps prévalu dans la définition, y compris au niveau interprofessionnel, est moins présent et que l'État a pris un peu plus sa place finalement dans le système, y compris pour mieux définir quelles devraient être les grandes priorités. Et un des instruments de cette recentralisation, c'est effectivement France Compétences, au sens où, comme le disait Coralie, France Compétences centralise aujourd'hui l'ensemble des contributions versées par les employeurs au titre de la contribution de la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage, et sur cette masse-là redistribue finalement, aussi bien pour l'apprentissage, va redistribuer une partie pour la formation des demandeurs d'emploi, ou va payer en fait l'intégralité des coûts qui sont aujourd'hui ceux générés par le compte personnel de formation, mais aussi le projet de transition professionnelle, mais aussi le CEP actif occupé. Donc on voit que cette fonction de centralisation des financements pour sa redistribution joue un rôle assez central pour précisément orienter un certain nombre de choix qui peuvent être faits. Mais gardons en tête quand même que France Compétences, ce n'est pas l'intégralité des financements qui aujourd'hui interviennent pour la formation. C'est plutôt, on va dire, une grosse partie des coûts pédagogiques, mais il y a beaucoup d'autres coûts qui sont mis en œuvre. Je pense par exemple les aides à l'embauche, à l'apprentissage sont payées directement par l'État. On parlait tout à l'heure du FNE, c'est l'État qui paye directement. Voilà, donc il ne faut pas non plus penser que France Compétences couvre l'intégralité du champ. Il y a encore pas mal de discussions, mais notamment avec l'État. Voilà, donc c'est comme ça. Donc France Compétences, c'est un opérateur public sous la tutelle du ministère du Travail, ministère de la formation professionnelle, on va dire ça de cette manière-là, mais qui garde un conseil d'administration quadripartite, donc qui regroupe les partenaires sociaux, organisations syndicales et patronales au niveau interpro, les conseils régionaux et l'État. Et cette idée de mettre finalement au conseil d'administration le quadripartite, c'est mettre autour de la table tous ceux qui ont quelque chose à dire sur le fonctionnement de la formation professionnelle, et on l'a dit, c'est pas encore, on n'est pas dans un système unifié, c'est parfois un peu illisible, mais grosso modo, tous ceux qui ont quelque chose à dire et donc à avoir un point de vue sur quelles devraient être les priorités sont autour de la table de France Compétences. Donc un double rôle, financeur, on l'a évoqué, mais aussi un rôle de régulateur, puisque c'est France Compétences qui va établir et donc dire
tel diplôme est de qualité et donc à ce titre est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Je simplifie parce que le processus est un peu plus compliqué, mais clairement c'est ça. Idem sur les répertoires spécifiques. On a un rôle plus généralement aussi de régulation, notamment du côté des prix. Hein. C'est France Compétences qui va dire, ben voilà, à quelle hauteur il faut financer les contrats d'apprentissage. Et de plus en plus, un rôle aussi un peu d'observation, d'évaluation et de lecture finalement des dynamiques économiques qui opèrent sur le marché de la formation professionnelle. Cette logique d'appariement, elle s'apparente à ce qu'on appelle aussi la logique adéquationniste, c'est-à-dire la recherche d'une correspondance entre la formation, qu'elle soit initiale ou continue, et un emploi, donc au travers des tâches à exercer, voilà, ou au métier. C'est une représentation qui est encore très présente et d'ailleurs elle est, j'allais dire sous-jacente, mais en même temps elle est très explicite quand par exemple on rapproche les emplois vacants du nombre de chômeurs en se disant finalement si les chômeurs ne prennent pas ces emplois, c'est qu'ils n'ont pas les qualifications nécessaires et donc c'est la formation qui serait là en défaut. Or, et ça c'est vraiment un constat ancien, empirique, l'adéquation formation-emploi ne fonctionne véritablement que pour un petit nombre de métiers et de professions, notamment les professions réglementées. Alors il y a des causes multiples qui expliquent que formation et emploi ne s'emboîtent pas forcément. Il y a les pratiques de recrutement des entreprises, tout d'abord. Il y a la question de l'attractivité des métiers. On peut avoir les qualifications pour travailler dans l'hôtellerie-restauration ou dans le BTP, mais les conditions d'emploi, notamment salariales, et les conditions de travail font que les personnes qui ont ces qualifications n'y vont pas. Il y a également l'importance de l'expérience, des expériences professionnelles, qui peut-être expliquent qu'on se dirige vers un emploi plutôt qu'un autre. Et puis, certainement, et encore une insuffisance dans l'orientation et l'accompagnement des parcours professionnels. Alors il ne s'agit pas de nier qu'il n'est pas intéressant d'essayer de voir comment la formation répond aux enjeux de l'emploi, mais en tout cas, ce n'est pas à l'aune de cette logique adéquationniste qu'il faut évaluer les formations, ni même les politiques de formation. Et d'ailleurs, les formations, elles ne contiennent pas que des contenus prédéterminés, je dirais, qui découlent de l'analyse des métiers. Elles comportent aussi des contenus plus génériques qui assurent des progressions professionnelles ultérieures et des reconversions, des compétences plus transversales. Alors, par rapport à la certification dont a parlé Marc-Antoine, alors il y a une collègue sociologue qui parle de stratégie certificative qui s'est considérablement accrue, notamment avec le CPF, et qui est finalement effectivement cohérente avec la vision d'un marché du travail où le signal, via le titre et de la certification, faciliterait les mobilités et serait un gage d'un meilleur appariement entre offre et demande. Alors, j'apporterai un point de vigilance que nous donne aussi la littérature, c'est de faire attention à ce que finalement le titre ne prime pas sur la formation. Par exemple, on voit dans la validation des acquis de l'expérience que jusqu'en 2016, il fallait 3 années d'expérience professionnelle pour pouvoir valider cette expérience. Désormais, il n'y a plus qu'1 an. Donc voilà, il faut donc être vigilant. Et par ailleurs, encore une fois, les évolutions sur le marché du travail, les enjeux dont on a parlé, notamment liés à la transition écologique, numérique, amènent à raisonner plutôt en termes d'adaptabilité qu'en termes d'adéquation, en termes de spécialité de formation. Il y a effectivement un vrai enjeu autour des questions de certification. Alors déjà, de manière quand même très concrète, quand France Compétences décide d'inscrire une certification au répertoire national,
du moins pour les certifications, on va dire sur demande, plutôt pour les certifications privées, on va vérifier, notamment au moment des renouvellements, que les emplois occupés par les personnes correspondent bien à l'emploi cible qui a été visé par la certification. Donc il y a tout un travail de vérification, et ça c'est quelque chose qui a conduit ces derniers temps à refuser des renouvellements, précisément parce qu'on considérait que ça ne rentrait pas tout à fait dans l'emploi cible. On voit bien que ce sujet-là est un sujet qui peut faire débat, de savoir à quel horizon finalement on s'inscrit, mais c'est quelque chose qui est important à avoir en tête, c'est-à-dire que la tenue du répertoire vise à donner comme gage que, voilà, on sait que les métiers qui, au moins dans les premières années qui suivent l'obtention de la certification, correspondent bien à ce type de métier. Donc ça, c'est quand même un premier point. Deuxième point, il y a eu quand même aussi la construction de tout un appareillage statistique pour permettre de suivre finalement les trajectoires des personnes. Alors bien évidemment, dans un certain nombre, je pense à ce qui a été fait post-apprentissage, ce qui a été fait pour les formations des demandeurs d'emploi. Voilà, il y a eu beaucoup de travaux de nature statistique qui recherchaient précisément à suivre dans le temps comment se déformaient les points. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que même quand les personnes occupent des emplois qui sont un peu en dehors de la cible, de fait, elles peuvent elles-mêmes dire « mais malgré tout, j'ai appris quelque chose qui me sert dans mon métier ». Et on voit bien que ça, c'est aussi un moyen d'évoquer finalement, et ça renvoie un peu ce que disait Coralie, c'est bien évidemment, il y a des enjeux d'adaptation un peu à court terme sur des besoins qui peuvent être exprimés, mais il y a aussi cette idée que la formation en elle-même doit pouvoir permettre, y compris une adaptation, une adaptabilité future et à moyen terme, parce qu'on ne va pas se retourner en formation longue tout le temps, et voilà, donc il y a un sujet un peu de cette nature-là. L'autre point à avoir en tête, c'est qu'au-delà de ces aspects de certification qui visent à donner un signal aux individus et qui restent quand même l'outil un peu massif, on a aussi beaucoup de manières de penser les liens entre la formation et l'emploi qui sont beaucoup plus ajustées à la situation concrète d'un individu. On a parlé tout à l'heure du conseil en évolution professionnelle. L'idée n'est pas de plaquer pour un individu donné vers quoi il doit aller pour ça, mais bien de l'aider à construire son parcours. Et on voit que dans le parcours qui va l'amener à se reconvertir ou à trouver comme ça, la formation ne va pas jouer nécessairement un rôle central et que peut-être c'est d'autres manières finalement d'envisager les choses qui vont permettre d'assurer cette adaptation. Et de même dans des dispositifs de formation financés sur fonds publics, on trouve de plus en plus, alors ça peut être mis en débat là aussi, mais la plupart des dispositifs de formation prévoient, on va dire, des périodes en entreprise. Alors c'est vrai des stages connus qu'on peut avoir, mais c'est vrai bien évidemment de la formation en alternance, qui a quand même tendance à se développer et à concerner de plus en plus des adultes et de moins en moins des jeunes. On a des dispositifs qui vont permettre de découvrir des milieux professionnels. Et on voit que tous ces mécanismes qui facilitent finalement non seulement la formation, mais aussi une mise en situation concrète dans une entreprise, vont assurer finalement un meilleur, alors appariement, mais pas appariement au sens flou, de manière générique par rapport à des compétences, mais aussi un meilleur appariement par rapport à une situation donnée pour un individu donné dans une entreprise donnée. Et que ces dispositifs-là, finalement, facilitent une autre forme de mise d'appariement qui peut aussi être beaucoup plus utile, notamment pour ceux qui n'ont pas les compétences visées. Sur les questions un peu classiques de savoir si la formation est en lien avec les évolutions salariales ou les trajectoires salariales, il y a des travaux, mais peu fréquents en France et plutôt anciens, qui tendent à montrer que la formation a un effet positif sur la productivité, mais que ça ne se retraduit pas vraiment en augmentation salariale. Par ailleurs, et là aussi ce sont des travaux anciens, qui montrent que les salariés qui bénéficient le plus de formation sont également ceux qui sont le plus souvent promus. Mais sans qu'un lien de causalité puisse être vraiment démontré, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a un effet de sélection, c'est que les entreprises repèrent finalement les personnes qu'elles ont envie de promouvoir et la formation peut venir après. Alors,
pour les reconversions, est-ce qu'il y aurait un lien entre formation et reconversion professionnelle? Alors là, je vais faire référence à des travaux récemment publiés par France Compétences. Donc, ils s'intéressent aux reconversions. Alors, dans le sens changement de métier, ce qui représente en gros une reconversion sur 2, mais aussi changement de statut ou promotion au sein de la même entreprise. Alors, le résultat intéressant, c'est que ces reconversions ne mobilisent pas toujours la formation. De mémoire, c'est 6 reconversions sur 10 qui mobilisent la formation. Et quand elle la mobilise, c'est pas toujours une formation longue, qualifiante, comme on pourrait se le représenter, préalable à la reconversion, mais ça peut être une formation courte que la personne va obtenir une fois qu'elle aura l'emploi qu'elle visait. Donc elle aura pu être sélectionnée par l'entreprise sur d'autres critères que les compétences ajustées au poste. Donc la formation et ce type de trajectoire professionnelle n'est pas systématique, et d'ailleurs les auteurs parlent de bricolage. Voilà. Alors pour les demandeurs d'emploi, par contre, on a eu des résultats liés justement à la formation des demandeurs d'emploi dans le cadre du PIC, où là il semble, et ce ne sont pas des résultats non plus détonnants, au sens où c'est ce que montrent les travaux depuis longtemps, c'est que la formation accroît la probabilité de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et surtout quand ces derniers étaient plutôt éloignés du marché du travail, c'est-à-dire étaient plutôt au chômage depuis longtemps. Peut-être juste pour compléter sur ce dernier point, effectivement, il y a bien un retour à l'emploi, mais il n'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'on ne l'observe pas avant 1 an, 2 ans après la fin de la formation, ce qui pose un vrai sujet de comment, finalement, quelles sont les compétences qui sont mobilisées post la formation, si on en voit les effets que plus tôt, et aussi tardivement d'une certaine manière. Et c'est vrai que ça fait partie des points d'interrogation permanente. Quand on dit on veut former des demandeurs d'emploi pour répondre aux tensions, c'est des tensions maintenant, c'est pas des tensions dans 2 ans. Et on voit bien que ce sujet-là est un sujet qui aujourd'hui n'est pas encore complètement calé sur comment on réfléchit à une formation qui a un usage dans le temps et pas uniquement à un moment donné. Ce sont les mêmes résultats qui sont observés, mesurés depuis des années et des années, et qui se résument par l'expression souvent employée « la formation va à la formation ». Autrement dit, vous avez d'autant plus de chances de suivre une formation financée par l'entreprise que vous êtes cadre plutôt qu'ouvrier, que vous travaillez dans une grande entreprise plutôt qu'une petite, dans le secteur de l'énergie ou des banques et des assurances plutôt que dans l'hôtellerie-restauration. Voilà pour et puis que vous êtes finalement stable en emploi plutôt que précaire. Voilà. Donc tous ces travaux corroborent les mêmes résultats, et donc effectivement les personnes qui sont sur des trajectoires précaires d'emploi, souvent, leur probabilité de suivre une formation, c'est d'attendre d'être au chômage. Voilà. Alors, au-delà de ces variables un peu caractéristiques de l'accès à la formation, on peut essayer d'identifier les principaux obstacles. Alors, pour les salariés, ce qui ressort des enquêtes, notamment conduites par le CEREC, c'est que le premier obstacle à la formation des salariés, c'est la charge de travail et l'organisation temporelle du travail, qui explique d'ailleurs tout à la fois le moindre accès des salariés, les difficultés à accéder, mais aussi les difficultés à suivre une formation jusqu'au bout. Par ailleurs, il y a d'autres obstacles plus contextuels que sont le soutien financier, éventuellement du conjoint, de la conjointe, la situation familiale, puisque les formations supposent de se réorganiser. Et d'ailleurs, ça c'est un résultat qu'avait démontré Christine Fournier au CEREC, qui montrait que, par exemple, les femmes cadres ont un taux d'accès à la formation similaire à celui des hommes cadres, mais nettement supérieur aux femmes ouvrières. Probablement parce qu'elles ont les moyens de s'organiser pour partir en formation, notamment eu égard à la garde des enfants. Et puis enfin, il y a des obstacles de nature plus institutionnelle qui sont exacerbés pour les moins bien lotis sur le marché du travail. C'est l'information sur la formation. Là encore, il y a des travaux maintenant nombreux qui montrent que
pour se former, il faut déjà être informé voilà, de ce qui existe, des dispositifs, voilà, et on sait que ce n'est pas facile. Le coût aussi des formations, quand tout n'est pas couvert, ou par l'employeur, ou par exemple le CPF. Et puis les problèmes de distance entre le centre de formation et le domicile, les problèmes de place, etc. Alors j'aimerais terminer en soulignant que depuis une dizaine d'années, ces travaux se sont considérablement enrichis par l'examen en fait, du rôle de l'environnement professionnel, plus ou moins capacitant, c'est-à-dire favorable au développement professionnel dans l'accès mais aussi l'aspiration des salariés à se former. Et donc ces travaux montrent que dans un petit nombre d'entreprises, il y a des politiques de formation vertueuses qui permettent aux salariés de se projeter en termes d'évolution professionnelle, d'exprimer des besoins de formation et donc, in fine, d'accéder à celle-ci. Et ces travaux sont intéressants parce qu'ils nous permettent aussi de rappeler que l'engagement en formation, il s'enracine dans le rapport au travail et que ça construit, en fait, et ça conditionne la motivation à se former. Sur les questions d'inégalité d'accès à la formation, c'est l'effet de la taille de l'entreprise qui quand même est massive. Aujourd'hui, on considère que sur le plan de développement des compétences, il y a à peu près 4 salariés sur 10 qui chaque année partent en formation, alors plus ou moins longue, enfin voilà, il ne s'agit pas que de formation de longue durée, mais il y en a à peu près autant. Par contre, on est à moins de 15% dans des entreprises de moins de 10 salariés, quand ça va être plus de 6 ou 7 sur 10 dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est documenté depuis très très longtemps, hein. C'est pas nouveau comme constat. Et derrière, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il continue à y avoir une petite partie de fonds mutualisés, spécifiquement ciblés sur les petites entreprises, qui sont versés ils sont redistribués par les opérateurs de compétences, par les OPCO auprès des plus petites. Et derrière, on tombe sur des sujets qui sont finalement assez proches de questions de capacitation des employeurs, qui est difficulté d'organisation. C'est pas simple à organiser, de voir partir un salarié quand on est 3 ou 4. C'est encore plus compliqué que quand on est 1000. Enfin, voilà, donc il y a des effets de cette nature-là. Une difficulté d'accéder à l'information sur la formation elle-même. Et c'est vrai que les OPCO ont tous, d'une manière ou d'une autre, et c'est un point qu'il faut que nous, on regarde côté France Compétences, mais de regarder diffuser des catalogues qui soient plus faciles d'accès, diffuser une information pour faciliter l'accès aux plus petites entreprises. Mais ces effets taille sont vraiment importants à avoir aussi en tête dans leur capacité à faire. Peut-être un autre point sur les types de publics, de dire que pour ce qui est des actions financées directement par les employeurs pour leurs salariés, on sait qu'il y a de très fortes inégalités. On n'a pas de données récentes, mais vraisemblablement on continue à avoir des différences d'accès qui sont assez notables. Pour ce qui est des formations financées par, on va dire, fonds publics et mutualisés, on voit qu'on est quand même sur des systèmes qui sont un peu moins inégalitaire. Alors, on le voit du côté des demandeurs d'emploi, ça a été un des objectifs du PIC d'arriver à toucher les demandeurs d'emploi, soit qui étaient au chômage depuis le plus longtemps, soit ayant le plus faible niveau de formation. Dans le CPF, pour prendre lui, on voit qu'on n'a pas de... on pouvait craindre à un moment que ce soit plutôt les salariés les plus diplômés qui mobilisent leur CPF. C'est pas ce qu'on observe encore aujourd'hui, pour ce qui suppose qu'il y a un usage qui est en effet. Voilà, donc bien évidemment tout ça est soumis à, il faut le regarder, il faut vérifier qu'il n'y a pas de dérive, mais pour l'instant au moins sur la partie qui est vraiment contrôlée, on va dire, par l'action publique au sens large du terme, on a plutôt un effet, on limite, on va dire, les effets d'inégalité d'accès à la formation. Effectivement, alors j'ai envie de citer un premier dispositif, c'est la loi de mars 2014 qui a institué le compte personnel de formation et a également rendu obligatoire l'entretien professionnel. Donc organisé tous les 2 ans par l'employeur entre un salarié, quel que soit son contrat de travail, et son N+1, entretien au cours duquel sont abordées les perspectives d'évolution professionnelle et la formation. Alors la loi précise que l'entretien professionnel ne doit pas être confondu avec l'entretien d'évaluation annuel que voilà, notamment les grandes entreprises faisaient régulièrement. Autre point, tous les 6 ans,
la loi stipulait que l'entretien soit récapitulatif des actions de formation qui avaient pu être mises en œuvre par l'entreprise. Alors, actions de formation ou évolution professionnelle ou salariale, ou accès à la qualification ou à une certification. Et la loi prévoit que si un salarié n'a pas eu d'entretien professionnel, mais en a eu, mais n'a pas eu accès à au moins 2 de ces actions sur 3 au cours des 6 années passées, eh bien l'employeur soit mis à l'amende par un abondement du CPF, 3 000 €, je parle sous le contrôle de Marc-Antoine, voilà, 3 000 €. Bon. Alors, où en est-on ? Je vous pose la question. Nous, en 2020, on est arrivé au terme des 6 ans. Bon, c'était évidemment la crise sanitaire. À ma connaissance, ce bilan n'a pas été effectué. Donc ce serait intéressant de savoir si cette action par la loi a produit des effets et quels effets. Alors évidemment, l'État peut pas intervenir, l'action publique ne peut pas intervenir directement sur la politique RH, mais en tout cas, elle peut procéder par incitation, notamment incitation à négocier au sein des branches et des entreprises. Alors sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est obligatoire tous les 3 ans dans les grandes entreprises, mais aussi sur la formation. Et d'ailleurs, pour le CPF, la loi de 2018 prévoit la possibilité que les entreprises signent des accords collectifs pour, par exemple, permettre que les salariés suivent une formation sur le temps de travail, financée avec leur CPF, ou bien que l'entreprise abonde au CPF pour un certain nombre de formations. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études encore là-dessus, mais il semble que les entreprises se sont peu saisies de cette opportunité de co-construire la formation via le CPF. Peut-être qu'effectivement, jusqu'à maintenant, elles l'ont peu fait, mais on voit bien quand même qu'il y a beaucoup aujourd'hui un discours qui est très marqué, qu'on entend de la part, y compris des représentants des grandes confédérations patronales, des confédérations d'employeurs, de dire qu'il faut promouvoir l'abondement du CPF de telle manière à ce que on retrouve l'idée initiale de la co-construction entre employeurs et salariés qui mobiliserait son compte au bénéfice d'une action d'intérêt commun, autant pour le salarié que pour l'employeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde effectivement beaucoup, parce que ça modifie aussi la manière dont on peut demain envisager l'usage qui est fait du CPF. Qui aujourd'hui reste un dispositif avant tout à la main de l'individu. Ça a été conçu comme ça. Donc, voilà. Pour ce qui est des aides aux employeurs en matière RH, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'il existe énormément de modalités d'appui construites par l'action publique au bénéfice notamment des plus petites entreprises. C'est le cas, alors on parlait tout à l'heure des opérateurs de compétences, des OPCO, qui pour les entreprises de moins de 50 doivent jouer un rôle en fait d'appui à la définition de la politique de formation au sein des plus petites entreprises. Mais on va avoir aussi du côté de Pôle emploi des aides pour les plus petites entreprises à mieux définir leurs besoins de recrutement, puisqu'on sait que c'est surtout dans les plus petites que les difficultés de recrutement sont les plus fortes. On a des aides de l'État, on a des aides qu'on peut trouver aussi des chambres consulaires. Donc en fait, il existe une vraie variété finalement d'appui aux plus petites entreprises pour les appuyer, les aider, les conseiller à rentrer dans une politique qui serait considérée d'un point de vue RH comme étant soit plus efficace, soit faciliter l'accès à la formation. Un des points sur lequel il y a toujours eu un peu de difficulté, c'est que les petites entreprises en elles-mêmes ne rentrent jamais dans une demande d'appui RH. Quand elles le demandent, c'est plutôt un appui à leur pérennité économique ou pour répondre à une vraie difficulté. C'est pour ça, par exemple, que le FNE peut peut-être mieux fonctionner parce qu'il y a une difficulté économique et donc comme ça. Et c'est parce qu'il y a à surmonter cette difficulté économique que le sujet de l'appui RH, de la formation, de la gestion des carrières vient s'inviter. Et en fait, c'est aussi comment on construit demain des sortes de guichets uniques de l'appui aux entreprises qui aujourd'hui est appelé depuis assez longtemps, mais où on voit qu'on tourne sur les difficultés et l'organisation de l'action publique quand même qui reste encore beaucoup en tuyau d'orgue et relativement peu coordonnée, y compris dans l'appui aux entreprises.
Oui, vous avez raison, les trajectoires professionnelles sont très largement déterminées par la formation initiale et justement, il faudrait pouvoir permettre aux salariés qui sortent du système scolaire sans diplôme ou qui veulent atteindre un niveau de qualification supérieur, eh bien, il faudrait leur permettre de pouvoir se former et de trouver un financement pour ce faire, parce que c'est bien là que le bât blesse. Ce droit à la qualification différée, il était présent dans l'accord national interprofessionnel de 2003, mais il n'a pas trouvé de financement et d'issue. Et il n'est pas sûr que le projet de transition professionnelle qui a succédé au congé individuel de formation soit calibré dans son volume de financement pour couvrir ses besoins, enfin qu'il soit à la hauteur de ces enjeux, d'autant qu'il est restreint au projet de reconversion professionnelle à proprement parler. Quant au CPF, il est un peu court. Et l'idée de découper des diplômes en blocs de compétences pour permettre à un salarié finalement d'acquérir un diplôme au fil des ans paraît... en tout cas, sauf études qui montrent le contraire, mais paraît un peu présomptueux. Je crois que la durée médiane du CPF diminue depuis 2016. Alors peut-être pas dans les dernières évaluations que Marc-Antoine a eues en avant-première et que je ne connais pas, mais en tout cas, d'après ce que j'avais lu, c'était 20 heures de durée médiane, donc c'est quand même très faible. Voilà. Donc ça m'amène à une deuxième réflexion. C'est vrai que le compte personnel de formation, qui encore une fois symbolise cette idée de responsabiliser l'individu dans l'accès à la formation, donc ce CPF a été le pivot en fait des dernières réformes. Il a été présenté par la ministre du Travail de l'époque comme un outil d'émancipation sociale à la main des actifs. Il reste vraiment à évaluer finalement ce que produit ce dispositif. En termes de recours, qui s'en empare? Alors Marc-Antoine a dit que c'était c'était pas inégalitaire. Voilà, je pense qu'on a besoin d'avoir des réponses à ces questions. Qui se forme avec le CPF et pour quel type de formation? Quelle est l'ambition de ces formations? Est-ce qu'elles permettent, pour certaines, de monter en qualification les personnes? Et puis voilà, on le voit au travers de nos réponses, la formation, elle est le plus souvent référée à l'emploi. Or, on voit aussi qu'elle pose la question du rapport au travail, à ses conditions et à son organisation. Donc il y a certainement un enjeu sur rendre le travail plus apprenant, via les conditions de travail, l'organisation de la production et la gestion des ressources humaines. Et donc c'est peut-être là qu'il pourrait y avoir des pistes, en tout cas pour les politiques publiques. Alors il y a déjà eu l'amorce avec la définition d'action de formation qui inclut la formation en situation de travail. Donc ce sera intéressant de voir comment s'en emparent les entreprises, mais aussi peut-être de voir s'il y a des dispositifs qui peuvent être mis en place autour de la transmission des savoirs professionnels. La réforme des retraites est en discussion. Il y a l'idée de demander aux personnes de travailler plus longtemps. Peut-être il y aurait quelque chose à imaginer autour de dispositifs permettant aux travailleurs vieillissants de faire bénéficier de leurs compétences via un tutorat, une formation, les jeunes recrues. Je ne sais pas, j'ai sûrement pas de réponse miracle à la question, mais peut-être quand même pointer que quand on parle de formation professionnelle, on parle quand même d'une très grande diversité de formats. On l'a déjà évoqué, le CPF c'est une durée médiane effectivement de 20 heures, c'est 50 heures en moyenne, si on raisonne non plus en moyenne, donc ça ne dépasse pas une semaine. Quand on parle d'une formation dans l'entreprise pour un salarié, c'est rarement plus de 1 ou 2 jours. Bien évidemment, ce n'est pas du tout la même chose quand on parle d'un projet de transition professionnelle ou voire même d'un contrat de professionnalisation où là, on est sur une année complète de formation avec tout ce que ça implique de modification. Et on voit bien que entre tous ces systèmes-là, il y a quelque chose qui rend parfois un peu
on met sous le même vocable des choses qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux pour les personnes quand elles les mobilisent. Et un des points qui, moi, me paraît aujourd'hui important, c'est plutôt de dire, ok, c'est relativement compliqué, on peut s'y perdre assez facilement hein, dans qui finance, dans quels sont les droits qui sont derrière, mais que c'est un peu intrinsèque aussi au fait qu'il y a cette diversité de formats, il y a une diversité de dispositifs qui sont mobilisables, et aujourd'hui, un des points qui est plutôt intéressant à mobiliser, c'est tout ce qui va permettre à la personne de trouver son bon chemin. Et ce bon chemin, ça peut être pour certains, ben voilà, d'avoir besoin de faire une formation longue, et qu'est-ce que ça peut impliquer, par quel type de circuit il faut trouver. Dans d'autres cas, ça va plutôt être des formations courtes, et tant mieux, et parce que c'est comme ça. Puis il y a plein de cas dans lesquels même le chemin, et c'est ce que disait notre enquête sur les reconversions, ça passe par autre chose que de la formation, ça passe par découvrir un nouvel employeur, ça passe de découvrir un nouveau milieu, et qui ne nécessite pas nécessairement de la formation. En ce sens-là, le conseil en évolution professionnelle, alors oui, il a été marchandisé, si on veut, puisqu'il est maintenant dorénavant dans le cadre d'un marché public qui est mis en œuvre par France Compétences. Par contre, il produit un peu ce qu'on en attend. Et il a d'autant plus d'effet que les personnes sont peu qualifiées et que l'aide et le conseil va permettre à l'individu de trouver sa voie dans un chemin qui effectivement reste un peu compliqué pour le faire.